Hey, on est le 4 juillet et je vous retrouve pour un vlog lecture d'un concept un peu spécial, pas forcément révolutionnaire, original, mais je me suis dit peut-être pas mal amusant, plutôt dans la détente, dans le chill, voilà, ce sera pas mind-blowing, ce sera pas intellectuellement enrichissant ou révolutionnaire, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen pour retourner tout en douceur sur cette chaîne, parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai du mal à offrir un regain d'énergie régulier à cette chaîne. Alors pour ce concept là, pour ce vlog là, je voudrais pour une fois exploiter ma mangatech. Alors là vous voyez pas toute son intégralité parce que c'est deux bibliothèques qui vont du plafond, la preuve, jusqu'au pied, jusqu'au sol, voilà, du coup en tout il y a à peu près 500-600 mangas. La particularité de cette mangatech, ce qui est rigolo, c'est que c'est une mangatech que j'ai nourrie depuis que j'ai 10 ans à peu près, donc ça fait plus de 10 ans, et c'est également une mangatech que je n'ai jamais défrichée, donc j'ai jamais enlevé de manga, jamais unhaulé d'ouvrage, donc c'est vraiment tout ce que j'ai pu acheter depuis un peu plus de 10 ans. En vrai c'est pas beaucoup parce que j'ai pas acheté de manière régulière. Quand j'étais ado j'en achetais énormément, tandis que là j'en achète de moins en moins parce que voilà, les économies, parce que j'achète de plus en plus de romans et du coup c'est un coût financier assez lourd. Du coup je trouve que cette mangatech là n'est pas vraiment représentative de mes goûts actuels, puisqu'il y a beaucoup de mangas que j'avais achetés à l'époque par curiosité, notamment des mangas de romance, hein. Si vous me connaissez un peu, vous savez que la romance et moi ça fait 1 milliard et j'ai beaucoup de mal avec ça, surtout avec les shoujo qui sont pour la plupart assez clichés, qui peuvent être assez cringe, voire même toxiques parfois, avec un mec qui est très abusif, qui est très possessif. Tous ces traits de caractère sont montrés sous le prisme du romantisme pour faire rêver les jeunes lectrices. Il y a pas mal d'exemples dans cette bibliothèque là, dont j'en suis pas très fière. Je me suis dit dans ce vlog là, c'est peut-être une bonne idée ou pas de piocher certains de ces mangas dans ma mangatech pour les relire, pour en faire un retour et pour vous dévoiler un peu ce qui a à l'époque constitué un de mes goûts favoris en termes littéraires. Voilà. Alors en gros ici dans toute cette bibliothèque là c'est constitué principalement de shoujo et ici du coup ce sont des shonen, et pour les mangas un peu sulfureux, un peu bof que je voudrais présenter dans ce vlog là, la plupart se trouvent dans le côté shoujo parce que c'est vraiment ceux qui sont le plus éloignés de mes goûts actuellement et qui sont peut-être plus intéressants de mettre en avant pour que je puisse développer une critique tranchante par rapport à mes goûts d'avant. Dans les shonen on va voir, en fait j'ai pas encore choisi, je vais choisir avec vous. D'ailleurs il y a plusieurs fois où parfois je regardais la mangatech et je me disais ce serait sympa de faire un bookshelf tour parce qu'il y a pas mal de titres à mettre en avant, des petites anecdotes également à raconter, mais comme il y a personne ever dans les commentaires qui m'a demandé de bookshelf tour, je trouvais que c'était un peu la honte et un peu pathétique de faire un bookshelf tour alors que personne ne l'avait demandé, donc pour l'instant j'en fais pas et de toute façon j'ai un peu la flemme, mais voilà, je vais explorer avec vous parce que ça fait longtemps en fait que j'ai pas regardé en détail pour piocher quelques titres, donc let's go. Je pense que lui c'est bien, et aussi oh là là, oh là 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 là, oh là là là, oh, oh, oh. Voilà, j'ai fait mes petits emprunts à la mangatech et il y a beaucoup de titres qui me sautent aux yeux, essentiellement comme j'avais prévu des shoujo. Bon, il y a énormément de titres, je pense que je vais pas pouvoir tout lire, surtout qu'il y a des titres dont je vais lire plusieurs volumes pour vous en faire un avis un peu plus construit. Lequel je vais privilégier? Alors voilà, j'ai pioché tout ça, ça se voit vu le code couleur que ce sont un peu des shoujo. Alors lui, j'ai envie de le brûler, j'ai envie de le jeter. Je sais que ça va m'énerver parce que il y a quelques années j'avais refeuilleté et j'étais en mode mais comment j'ai pu lire des scénarios pareils dans ce manga là et me dire que c'était normal. Alors le shoujo Wolf Girl and Black Prince de Ayako Hata, qui est également disponible en anime. Je sais même pas pourquoi je vous précise ça parce que j'ai pas à faire la pub pour ce genre d'histoire. Bon voilà, on reviendra dessus, hein. J'ai acheté le premier tome à sa sortie et ça m'a donné envie d'acheter 3 tomes de plus puisque j'ai 4 tomes en tout à leur sortie également, et je suis en mode mais comment c'est possible, comment j'ai pu gâcher mon argent. En plus je les ai achetés
acheté en neuf. À l'époque également j'écrivais également les dates du jour où j'avais acheté ces mangas. Et du coup là on voit que c'était le 15 mars 2014, donc c'était il y a plus de 10 ans. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi depuis, heureusement. Mais je me dis que vous faire un retour sur ce manga de... ça pourrait être intéressant. Ah oui, ce manga Switch Girl de Natsumi Aida, j'avais beaucoup aimé ce manga, j'avais lu en entier, genre c'était à Auchan quand mes parents faisaient les courses, bah moi je prenais un tome et puis je lisais pendant qu'ils faisaient leurs courses, ensuite je reposais le manga. Voilà, c'est très limite comme comportement, mais bon, ça marchait, au moins j'ai pu dévorer les tomes. Il y a des trucs, j'étais un peu réticente, donc on verra avec mes goûts de maintenant. Ah ouais, ce manga, alors j'ai 3 tomes de ce manga, Shinobi Life de Shoko Konami, je crois que je les ai achetés en occasion. Je me rappelle quand je le voyais à l'espace culturel à Leclerc, ça me donnait super envie, je sais pas pourquoi. Ça m'attirait de ouf et je les avais trouvés en occasion. Donc je les avais achetés et je les ai jamais lus. Donc pourquoi pas découvrir ce shoujo avec vous. Oh oui, ce manga. Alors lui, lui ou rien de Yu Watase, publié chez Kana. Alors j'ai tous les tomes et je me rappelle que la fin m'avait fait chialer. Pendant tout le reste j'étais un peu engourdie mentalement et la fin vraiment ça m'avait quand même waouh quoi, je trouvais que c'était quand même audacieux. Et en gros c'est une meuf qui va commander un copain qui est une sorte de robot je crois, de cyborg, je sais plus trop. Oh ce manga, alors ce manga I'm the Only Wolf de Nachiyuki, c'est une duologie et alors je me rappelle le premier tome j'avais beaucoup aimé et du coup j'avais acheté le deuxième tome et le deuxième tome ça m'a vraiment crispé, j'ai été c'est pas bien voilà, donc on verra, mais du coup c'est un mec je crois qui est sondu comme un loup et du coup il a un comportement un peu limite, un peu ambigu, un peu dérangeant avec la fille, mais c'est montré comme romantique parce que bah, c'est trop mignon, les mecs un peu possessifs, un peu territoriaux et qui ont un côté puppy, tu vois, bref, voilà, on verra, à suivre. Je pense que faire un vlog sur déjà ces 5 séries, c'est déjà une bonne idée, j'aurais quand même pas mal de choses à en dire et si j'ai pas beaucoup de choses à dire et qu'il reste encore pas mal de temps pour combler ce vlog là, et bah je piocherai dans tout ça. Bref voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez passer un bon moment, que ce sera un peu drôle également. A tout de suite pour de nouvelles aventures, voilà, un peu douteuses mais des aventures quand même. Hey, on est le 11 juillet, soit je sais pas combien de jours plus tard, et je reviens pour vous faire un premier bilan sur 2 sagas parmi ma palle, et je pense que c'est les 2 pires sagas de cette palle dans ce vlog là. J'essaie de filmer au plus vite, de pas trop tarder parce que la chaleur commence à monter, et je parle pas seulement de la chaleur, de la colère. Bref, je vais vous parler de ces 2 sagas, en commençant par celui-là, I'm the Only Wolf de Nachiyuki, publié chez Soleil Manga. On suit une lycéenne qui en a marre des garçons, qui est dégoûtée des garçons parce qu'elle a l'impression que tous les mecs de son âge, même son ami d'enfance, ne pense qu'à une chose face aux filles, c'est-à-dire au sexe, et du coup ça la dégoûte et elle essaie de trouver le vrai prince charmant qui est vraiment pur, qui n'a pas d'arrière-pensée, qui voilà, est respectueux, avec qui elle peut se sentir en confiance. Et débarque dans son lycée un nouvel élève, ce garçon-là qui est un peu particulier puisque il a été élevé parmi les loups, du coup il a des comportements assez bestiaux et ils vont se lier d'affection l'un envers l'autre et voilà. Contrairement à ce que j'ai pu dire, en fait c'est pas une duologie, ça fait je crois 3 tomes, en tout cas tomes, je sais plus, mais en tout cas il y avait d'autres tomes. Je me rappelle que quand j'étais ado, même si j'avais adoré le tome 1 au point de le lire plusieurs fois, vraiment je m'en rappelle, je m'en lassais pas, alors que maintenant je me demande comment j'ai pu, bref, subir ça autant de fois. Mais le tome 2 ça a été hyper niais, encore plus que le tome 1, et du coup bah, j'avais abandonné la série. Alors, les choses qui m'ont un peu dérangée, c'est que du coup j'ai l'impression que ça va sous le prisme de ce garçon, tu vois, qui a été élevé avec des bêtes et qui a donc un comportement moins entre guillemets civilisé, qui est un peu plus instinctif mais qui conserve quand même un côté pur. Bah en fait ça va justifier, ça va romantiser, mettre en avant encore plus ce côté possessif qu'un garçon peut avoir sur une fille, et en fait l'héroïne, comme je l'ai dit, elle aime pas ce genre de comportement, mais avec le garçon ça va commencer à lui plaire parce que le garçon il a pas d'arrière-pensée, il est vraiment sans filtre, et du coup je pense que c'est moins vicieux pour la fille, comment elle le ressent, comment elle le reçoit.
mais il n'en reste que je trouve que ça met en avant les mecs qui sont en mode c'est à moi, genre des questions de territorialité par exemple. Bon en vrai je pense que dans ce vlog je vais spoiler un max, enfin pour les sagas que j'ai pas aimé parce que c'est pas des sagas que je vous conseille évidemment, mais par exemple le mec du coup ce protail, il pense qu'il y a un lien vraiment très spécial voire amoureux entre la fille et son ami d'enfance, et du coup il dit à l'ami d'enfance par rapport à la fille, il lui dit oui bah je vais te le voler, comme ça elle devient ma femelle, des trucs comme ça, t'es en mode et en fait c'est marrant parce que c'est un peu le délire aussi dans des romantésies avec les failles, moi ça me met très mal à l'aise, mais bref. Et après t'as les deux mecs qui font un match de basket pour savoir qui va gagner la fille, comme si c'était un putain de trophée. Du coup le mec lui il a plusieurs comportements animaux, il la renifle pour un peu s'approprier son odeur, elle lui renifle derrière, etc. Et la fille au début elle est dérangée, mais elle voit que quand le mec il est proche à ça avec d'autres filles, elle commence à être jalouse parce qu'elle veut avoir cet accès prioritaire à cet aspect de lui à elle seule. Et genre à un moment elle dit bien qu'il m'ait à plusieurs reprises harcelé sexuellement, je n'ai pas trouvé cela si désagréable. Parce que le mec il fait ça mais parce qu'il a aucune notion en fait de ce qui est du harcèlement sexuel et il le fait pour je sais pas montrer son affection ou quoi, mais le fait que du coup la meuf elle aime bien quand même, c'est différent en fait de ce que propose son personnage au début, c'est-à-dire une jeune fille qui est très prudente, voilà, qui est mal à l'aise avec tout ça et surtout qui a une conscience aiguisée par rapport aux dangers liés aux garçons. Elle devient de plus en plus naïve et très jalouse et limite très possessive envers le mec également, parce que c'est comme si elle était jalouse dès que le mec parlait avec quelqu'un d'autre parce que elle se fait dominer par ses complexes d'infériorité. Du coup c'est vraiment genre toi et moi ensemble et voilà, tu parles à personne, je parle à personne, en tout cas je m'attache à personne et tout. Après je pense que c'est parce que ce sont des ados, du coup ils découvrent leurs sentiments, tout est nouveau et du coup il y a cet attachement qui est très fort et qu'ils veulent le conserver comme spécial, comme unique, mais je pense que ça aurait pu s'en servir pour voilà, éveiller les jeunes qui lisent ce genre de manga sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques beaucoup plus sains autour de comment mener une relation. Avant quand j'étais jeune, et ben j'avais pas vraiment compris, mais sur les couvertures du coup le mec du coup c'est le loup et les lapins en fait ça représente la fille et ça me met un peu mal à l'aise parce que c'est comme si bah du coup le lapin, je sais pas, ça renvoie un peu à la pureté de notre inconscient, notre imaginaire. Le loup qui commence à, je sais pas, qui veut manger le lapin, je sais pas, il y a un côté un peu bestial, le fait de transformer les humains en animal, en mâle, femelle. Ça me rend un peu... ouais. Après c'est un peu dans l'ordre du fantasme, après là je vais peut-être un peu trop loin. Mais est-ce que c'est pire que ce putain de manga là dont j'ai acheté 4 tomes? Comment j'ai pu acheter 4 tomes de cet immondice? Comment j'ai pu me dire à chaque fin de tome ok j'ai envie de savoir la suite? Du coup j'attendais je sais pas un mois avant la sortie du nouveau tome et j'étais trop contente, du coup j'ai acheté. Comment j'ai pu débourser mon argent pour ce manga? Je pense que c'est la série la plus immonde dans ma mangatech. Après je sais pas parce qu'il y en a, je les ai pas vraiment encore lus. Il y en a un tout en haut, Angel Sanctuary. Je crois qu'il y a une histoire d'amour entre un mec et sa sœur. Donc bref, voilà. T'as une lycéenne, elle, Erika, qui complexe parce que ses amis n'arrêtent pas de parler de leur vie sexuelle, de leurs expériences avec leur petite amie, alors qu'elle, elle en a pas de petite amie ni d'expérience tout court. Et du coup, elle va mentir, elle va dire qu'elle fait plein de choses avec son petit ami, qu'il est très ouvert, qu'il est très pervers, qu'il s'expérimente plein de trucs hyper hardcore. Et elle va finir par demander à ce mec, qui est le BG du lycée évidemment, de devenir son faux petit ami pour rendre son mensonge plus pertinent. Lui de base, il avait l'air super empathique, super sociable, super ouvert, super doux, etc. Et il se révèle être un véritable connard qui va dire ok d'accord deal, j'accepte ton truc, mais en échange tu deviens mon chien. Voilà, et en fait pendant tout le long, même après ils se mettent ensemble dans le 4e tome, un truc comme ça,
il va la traiter comme son chien, comme son toutou, et il appelle comme ça plusieurs fois. Et bah, c'est très dégradant évidemment, il est ignoble, et à un moment donné tu sais pas comment la fille elle va commencer à éprouver des sentiments pour lui. Enfin si, c'est parce qu'il est BG. Le mec il est oppressant et il est ignoble, et parfois il va lui donner de faux espoirs pour ensuite la déglinguer mentalement. Alors j'ai fait une liste de choses que je n'ai pas forcément aimées, qui m'ont énervé. Déjà dès le début, t'as l'amie, la meilleure amie de l'héroïne, de Erika, parce qu'il y a toujours cette meilleure amie un peu qui est un peu détachée des choses, un peu plus réservée, qui fait office de, je sais pas, de conseil, de poteau. En vrai elle est pas si importante que ça, à part si elle vit une histoire d'amour par la suite, ça c'est dans l'ensemble des shoujo, enfin en tout cas de cette époque là. Bref, je m'écarte. C'est pas une bonne amie parce que c'est elle qui va pousser Erika, sa soi-disant meilleure amie, à accepter le deal avec ce connard, en sachant que ce connard est, bah du coup est un connard. Et elle est en mode non mais t'as pas le choix de toute façon, faut que tu l'acceptes, alors que meuf, quel genre de meuf conseille, pousse son amie, sa meilleure amie, vers un mec toxique qui la traite comme un chien au lieu de la prévenir? C'est un gag, en fait on dirait un putain de gag, parce que parfois il lui dit des trucs horribles, mais c'est dans des atmosphères hyper tendres, hyper mignonnes, tu vois, hyper douillet, toi t'es en mode oh là là c'est trop mignon, ils sont trop pipous, c'est un couple merveilleux, j'aimerais trop avoir ce couple, alors que non, le mec il est en train de, je sais pas, de la traiter comme son esclave, un moment même, elle est pas mieux, hein, franchement, enfin je sais pas, il tombe malade, et du coup elle vient chez lui pour s'occuper de lui, sauf que lui il la rejette parce qu'il veut pas paraître dans un état vulnérable à ses yeux, et elle lui dit qu'il peut baisser sa garde avec elle parce que bah elle est son chien. Genre elle lui dit comme ça en mode non mais t'inquiète, je suis ton chien donc tu peux, t'as pas à t'en faire avec moi, mais t'es en mode mais comment tu peux te rabaisser toi-même? Enfin c'est quoi la morale de cette histoire? Et d'ailleurs en parlant d'atmosphère hyper mignonne, devinez quand est-ce que la fille elle décide d'avouer ses sentiments au mec? C'est après évidemment qu'il est traité de gros toutou, évidemment, parce que c'est tellement mignon, ça montre que il tient à elle et qu'il est attaché à elle, c'est comme on aime bien les chiens, tu vois, c'est trop mignon évidemment. Bref, il y a quoi aussi, la fille, elle demande à un pote du mec, oui, comment je fais pour le séduire, et elle lui dit, oui, il a beau être cruel et me détester, mais je l'aime et je veux qu'il m'aime en retour, et en mode... Elle est consciente qu'il y a un truc qui cloche, elle est consciente que le mec, il est pas ouf mentalement, que c'est un monstre et tout, mais elle veut... Après oui, l'amour ça s'explique pas, mais quand même il y a une base quand même où t'es en mode je vais vraiment aller vers des personnes avec qui je me sens à l'aise, avec qui je me sens en sécurité. Et le pire c'est que du coup t'as le pote du mec qui entend tout ça et qui dit waouh t'es trop courageuse. Mais non, elle est pas courageuse, elle est débile et elle est folle, elle est désespérée, c'est tout en fait. C'est juste que j'ai l'impression que c'est un trailer où c'est juste une meuf qui veut tellement prouver quelque chose à la société, aux autres jeunes de son âge, que voilà, elle a d'expérience, qu'elle est mature et tout, et du coup elle va aller chercher un idéal romantique au point de se détruire mentalement et de perdre son respect pour elle-même, quoi, son estime pour elle-même. Donc évidemment quand ils sont ensemble, et bah il fait zéro effort, c'est elle qui doit toujours aller le chercher, puis il est toujours grincheux. Et par contre quand il fournit un minimum, mais le plus minimum d'effort à peine, c'est tellement amplifié romantiquement en mode regardez, c'est l'homme parfait quoi. Et évidemment il la traite comme sa propriété en mode t'es mon chien ou je sais pas, je sais plus t'es quoi, du coup tu m'appartiens, j'ai pas envie qu'on touche à ma propriété, voilà. En parlant du coup de ce mec, on va faire un point dessus. Il représente tout ce qu'il y a de plus toxique dans la virilité, dans tout ce qui est de la masculinité, je sais pas quoi. Il se sent extrêmement supérieur aux autres en fait. Il compare tous les autres par rapport à son idéal de virilité, en mode le mec il doit être hyper grand, hyper réservé, hyper un peu distant, tu vois, silencieux, il couvre du regard silencieusement, calmement, discrètement sa proie, j'allais dire, mais presque hein, sa propriété, comme pour reprendre ses mots. Il n'en fait pas trop, il est un peu mystérieux, un peu dark, et c'est mis en contraste avec les autres mecs secondaires qui vont faire leur apparition, qui sont un peu plus timides, tu vois, qui ont un peu plus en confiance en eux, mais qui sont extrêmement attendrissants, extrêmement gentils, hyper respectueux de la fille, qui vont pas la brusquer, etc. Mais eux, ils servent juste de tremplin pour développer la relation amoureuse entre ces deux personnes toxiques. Et c'est trop dommage parce que quand tu entends ces mecs-là, t'es en mode putain, mais tu mériterais mieux en fait. Le mec aussi, il joue avec la fille.
il la blesse, et ensuite quand la fille elle essaie de prendre ses distances, à un moment t'as le mec qui dit mais ça suffit pour calmer ton amour pour moi, si c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas des vrais sentiments que t'éprouves pour moi. Et comme ça la meuf elle se sent provoquée, elle est en mode ah ouais bah vas-y je reviens vers toi et je vais te prouver que je t'aime vraiment. Enfin c'est vraiment du putain de manipulation mentale. Et c'est tellement romantisé en mode non mais regardez la fille elle est forte parce qu'elle se bat pour leur relation, alors que le mec il fait aucun effort, il attend juste que la meuf fasse plein de trucs pour lui et ça l'amuse en fait de la faire tourner en bourrique, mais pas de manière mignonne, pas des taquineries, mais des trucs horribles, des insultes, du rabaissement. C'est... Après évidemment il dit que voilà il arrive à perdre son temps avec elle parce qu'elle est différente des autres, contrairement à d'autres filles qui sont trop superficielles, qui sont intéressées, qui font des choses par hypocrisie parce qu'elles attendent quelque chose d'autre en retour. Et évidemment toutes les filles sont comme ça. Ah oui, une autre remarque également qu'elle s'est fait un peu plus grave: je ne sais pas s'il m'aime comme un animal ou comme un humain, mais pour l'instant ça suffit à mon bonheur. J'ai le regard dans le vide parce que je cherche l'estime de soi mais je la trouve pas. Et au début tu vois ça part sur une base hyper toxique et était en mode bah non je vais pas adhérer à cette relation, je vais pas adhérer au tempérament de ce garçon évidemment en tant que fille quoi. C'est même pas une question de féminisme, c'est une question également de préservation. Mais ça a utilisé le schéma de base mais hyper cliché pour sympathiser ce mec là, c'est de trouver un autre connard. Tu vois. Et du coup tu fais confronter ces gros connards, mais ce connard là on dirait qu'il défend un peu la fille, et du coup la fille qui est coincée entre ces deux connards, et bah elle va choisir le mec qui semble la défendre, voilà, qui semble défendre son honneur. Enfin je te rappelle meuf que ça fait depuis le début qu'il te traite de chien tous les 5 lignes. Et du coup bah c'est comme ça qu'elle se rapproche du mec et qu'elle est en mode ah mais peut-être qu'il se soucie un peu de moi, et elle se fait du charabia comme ça. Et le mec il est en mode non mais il y a que moi qui peux la traiter comme une merde et tout, elle est ma propriété, elle m'appartient. Et la meuf elle est en mode non mais qu'est-ce que tu dis, j'appartiens à personne. Mais elle est quand même touchée parce que c'est encore une fois dans une atmosphère hyper romantique en mode oh, mais est-ce qu'au final il est moins méchant, moins mauvais que ce qu'il paraît? En fait il cache peut-être quelque chose. T'es en mode mais meuf, t'es au lycée, t'as des amis, enfin fais-toi d'autres amis, rencontre un bon mec, ou alors plus important, concentre-toi sur tes études, envole-toi quelque part d'autre, hors de ce nid qui est épineux. Et à un moment, genre le mec il commence à lever la main parce qu'il veut lui donner un truc, et elle en fait c'était après une dispute entre eux, du coup la fille elle pense que il va la frapper, du coup elle ferme les yeux, elle a une réaction de peur, de panique, et t'es en mode ça veut dire elle se sent pas en sécurité dans cette relation. C'est une preuve flagrante et encore plus violente et importante et saisissante de la toxicité et instabilité de leur relation, puisque du coup elle a vraiment envisagé le fait que le mec allait la frapper quoi. Et c'est vrai que ouais le mec il a eu quand même des excès de violence, pas envers elle hein, mais envers d'autres mecs, parce que vous voyez l'homme viril qui s'est usé de ses poings, qui est un peu mystérieux dans l'ombre, je sais pas quoi, qui est BG, enfin bref voilà, ténébreux quoi. Voilà. J'ai déjà trop parlé pour ces deux mangas, enfin surtout pour celui-là là. Bon je vais lire d'autres trucs, j'espère que ça passera mieux. Ça peut pas être pire je pense. En dehors des mangas, des shoujo que j'avais sélectionnés pour ce vlog là, j'ai quand même pu avancer dans d'autres mangas entre temps. J'ai rattrapé One Piece. Quand je dis rattraper, c'est-à-dire j'ai rattrapé tous les épisodes. Au moment où j'ai rattrapé il y avait 1109 épisodes. Voilà, je suis trop contente de moi, voilà. Wano, c'était interminable, c'était insupportable, vraiment. Il y a des moments où c'était épique, ensuite on replongeait dans la redondance des scènes où ils courent de partout, où les combats n'avancent pas, on retrouve des personnages, on s'en fout complètement d'eux. Je suis un peu déçue, pas mal déçue de Wano parce que c'était beaucoup trop long. L'arc, il fait genre 190 épisodes. Voilà, après on est passé à Egghead, il est génial, vraiment. Du coup j'ai rattrapé également le manga de One Piece. T'as des révélations de malades, t'as des plot twists de malades, t'as des drames avec des personnages, t'es en mode mais ok, qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'on approche de la fin et que le rythme il s'accélère et que ça devient pas plus mature mais plus sombre, parce que tu bascules du côté de la vérité où tu vas découvrir tout ce qui fourmille au niveau du gouvernement mondial, de ce qui se trame, etc. T'as des personnages hyper badass et dans l'ombre en général qui prennent le devant de la scène, qui commencent à s'affirmer de manière très waouh.
waouh, juste incroyable. T'as des personnages que t'as pas vus depuis des centaines d'épisodes qui reviennent et du coup ça fait des plot twists de malade, bref j'aime trop. Et j'ai également commencé à lire l'œuvre de Junji Ito. J'ai lu Tomie et là je suis en train de lire des compilations de ses nouvelles. Je suis pas plus sensible que ça à son écriture, mais la plupart du temps il y a des chapitres, je suis en mode ouais cool, c'était cool, ah merde, il y a une page qui fait un peu peur, un peu gore et tout, mais bof, bref. Mais il y a quand même des chapitres où j'aime beaucoup la poésie qui se dégage derrière. Il y a un côté presque poétique, onirique, un peu à la Edgar Allan Poe parfois. Ça amène à des thématiques comme la poursuite de l'esthétique, de la beauté, qui sont abordées sous un prisme assez malsain, mais du coup ça participe à quelque chose d'assez poétique. Et voilà, parfois il y a de bonnes idées, parfois je trouve qu'il y a des idées qui me touchent particulièrement, où je suis en mode putain mais le mec, comment il a pu imaginer ça quoi, c'est trop cool. Bref voilà, j'avance doucement dedans et ça me fait des pauses cool avec ces horreurs là. Voilà, je vous laisse quand j'aurai des choses plus positives à vous rapporter par la suite. Je pense que la suite sera nettement plus optimiste et j'espère terminer ce vlog sur une bonne note. Voilà, à tout de suite. Hey, on est le 14 juillet, est-ce que vous vous demandez ce qu'il y a dans ce verre? C'est le sang que j'ai craché au cours de ce vlog. Il est très amer parce que je pensais pouvoir conclure ce vlog sur une note plus positive avec en particulier ce manga là qui m'avait laissé un très bon souvenir au cours de mon adolescence, mais maintenant que je le lis avec plus de sensibilité, de conscience et de maturité, il y a pas mal de choses problématiques à relever. Mais d'abord je vais vous parler très brièvement de ces deux mangas avant de passer à la grosse chose sérieuse. J'ai lu du coup le tome 1 de Shinobi Life de Shoko Konami publié chez la maison d'édition Asuka. On a un ninja qui va basculer de la période féodale à la période contemporaine et qui va rencontrer une lycéenne qui confond avec la princesse qui est protégée à l'époque féodale, et du coup il va la protéger elle et va se nouer une histoire d'amour qui se développe hyper vite. Vraiment dès la fin de ce tome il y a un béco, ça se concrétise et ça m'a pas donné plus envie que ça de lire la suite. Du coup le tome 2 et 3 je les ai pas touchés, j'ai rien à dire, c'est juste que bah à chaque chapitre il intervient pour la sauver et voilà. Et elle veut mourir pour se venger de son père parce que je crois que elle accuse son père de la mort de sa mère et du coup elle veut le faire souffrir ou elle veut se venger en mourant elle-même. En bref voilà, je sais pas trop, j'ai l'oublié. J'ai essayé de relire Ryurien de Yu Watase, publié chez Kana. Et comme j'ai dit, c'est une jeune fille qui va avoir un petit copain, du coup elle va commander un petit copain et c'est une espèce de robot qui va lui servir de petit ami hyper parfait. J'ai lu le tome 1, en fait au début j'aime bien la dynamique parce que c'est assez drôle, c'est énergique, il y a pas mal d'humour et tout. Il y a quand même des scènes cocasses, je suis lassée assez vite et en fait niveau romance, niveau d'un romance je me lasse un peu ces temps-ci parce que j'ai lu La voleuse des toits de je ne sais plus qui, de Laura quelque chose, je suis désolée. Et la romance dedans m'a pété les... Voilà, parce que c'était beaucoup trop poisseux de niaiserie quoi. Voilà, c'est tout. J'ai le cerveau un peu déglingué, un peu lassé facilement des romances. Donc ce genre de manga, bon c'est pas trop bien passé. Mais pour Switch Girl du coup de Natsumi Aida publié chez les éditions Delcourt, on suit une jeune héroïne, voilà, qui est super belle, qui est considérée comme la meuf hyper populaire, comme la reine du lycée. Et en fait, quand elle rentre chez elle, elle se relâche, voilà, autant physiquement que mentalement. Et elle devient cette jeune fille qui a des habitudes un peu vieillottes, un peu familières, voilà, enfin très familières. Et au lycée, il va y avoir un nouvel élève, et ce nouvel élève, c'est tout le contraire de cette fille, puisque en public, il essaie de se paraître moche, alors qu'en réalité, c'est un beau gosse. Et voilà, ça va être une histoire d'amour entre ces deux-là. Alors, pour les bons points, franchement, le tome 1, je l'ai adoré et je me suis rappelé pourquoi en fait ça avait tellement revigoré mon adolescence. Ça sonne un peu bizarre, mais ce que je veux dire c'est que déjà l'humour c'est drôle en fait. Et tu t'y reconnais dedans parce que t'as des situations, ça enlève le tabou de ce genre de situation dans notre manière de prendre soin de nous, dans notre intimité en tant que jeune fille, que jeune femme. Et ça va dédramatiser tout ça, ça va casser avec humour et réalisme l'image hyper glamour, hyper idéalisée de la jeune fille pimpante, hyper pure. Avec ça du coup l'héroïne, alors je vais nuancer mon propos dans les trucs un peu bof, mais vraiment dans ce tome 1 tu découvres une héroïne qui est forte
qui est hyper lumineuse. Tu vois qu'elle a des côtés assez plus vulnérables, elle a un sens de la justice exacerbé qui fait qu'elle n'hésite pas à prendre les devants. Et ça montre superbement à quel point en fait l'extérieur et l'intérieur ne la changent pas et que même les pressions de la société ne vont pas la faire rentrer dans un carcan, ne vont pas la, tu vois, la faire se rabaisser ou atteindre à son authenticité. Et autour de ça t'as aussi une atmosphère vraiment très forte de girl power. Genre elle vient souvent en aide aux filles, il y a beaucoup d'empathie, de solidarité entre les filles. Elle a une meilleure amie, c'est une vraie meilleure amie. Contrairement à la meilleure amie dont j'avais parlé dans Wolf Girl and Black Prince qui lâche sa meilleure amie au coyote là. Le love interest, le mec il est très réservé, c'est le mec voilà hyper ténébreux, mystérieux, écarté, distant, qui veut pas se faire d'amis, qui veut rester dans son coin. Même si c'est cliché, mais il y a des moments de constipation émotionnelle, sociale, dans lesquels je relate et je suis en mode voilà, il est juste un peu coincé et il ose pas montrer ses sentiments et le fait qu'il se soucie des autres. C'est tellement maladroit et c'est fait d'une façon que j'ai pas forcément trouvé lourd, mais j'ai trouvé ça plutôt attendrissant. Dans le tome 1. En fait, dans les tomes que j'ai, du coup j'ai tome 1 et 2. Et puis ensuite j'ai des tomes du tome 9 au 14 à peu près. Du coup au cours de la lecture j'ai basculé du tome 2 au tome 9. Et le changement a été assez brutal. Les points bof en fait se sont encore plus intensifiés à mes yeux. La plus grosse problématique c'est qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec trigger warning, le viol, les agressions sexuelles, harcèlement, etc. Et en plus c'est pas abordé avec suffisamment de profondeur et de sérieux pour que ce soit impactant et pour que ce soit une bonne représentation des choses, parce qu'on baigne toujours dans une atmosphère comique. Enfin, il y a des moments dramatiques évidemment, hein, ça va pas faire en mode waouh c'est trop romantique, c'est trop sexy ou quoi. Non, on voit à quel point c'est horrible et que c'est angoissant et que c'est injuste, mais la manière dont ça se résout, et ben c'est fait de manière surréaliste et ouais c'est assez comique aussi parfois. Du coup je me suis sentie un peu mal à l'aise. Par exemple en fait c'était très flagrant parce que dans le tome 2 t'as deux personnes, t'as deux antagonistes, t'as une meuf et un mec qui s'allient. Alors je vous spoil hein, parce que bon voilà c'est pas vraiment une saga maintenant que je vous conseille, donc je vous spoil, désolé. C'est un duo de briseurs de couple en fait, et ont essayé de briser le couple entre cette fille et ce mec, même s'ils sortent pas ensemble, mais les deux personnes pensent qu'ils sortent ensemble. Le mec il va faire du chantage à la fille, il a pris des photos compromettantes d'elle quand elle est en mode off quoi, ici comme ça, et par ce chantage là il veut la forcer à tomber amoureuse de lui, voilà. Mais ça c'est pas le pire, parce qu'à un moment donné ces deux antagonistes vont droguer le mec dans une chambre d'hôtel pour le forcer à avoir des rapports avec la fille, avec l'antagoniste, et pour tourner un film, voilà. Dans le tome 9, ces deux personnes, ces deux antagonistes, c'est les besties des protagonistes. Et j'avais lu toute la saga, du coup j'avais vu comment ça s'est développé, mais tu vois à quel point c'est pas possible, parce que comment tu peux devenir ami avec des gens qui t'ont fait subir autant de choses. Du coup j'ai l'impression que ça minimise, que ça atténue totalement la gravité de ces actions là, malheureusement, même si après ça développe leur passé en mode ces deux antagonistes, ils ont basculé également dans un réseau qui est encore pire qu'eux, etc., qui font des choses encore pires. Du coup ils ont eu une mauvaise influence, ils ont été coincés. Mais n'empêche que voilà, enfin c'est comme si ça disait aux ados non mais les gens qui vous ont fait du mal à ce point là, vous pouvez leur pardonner, ils peuvent changer, alors que non, enfin je sais pas, bref, c'est en tout cas en même temps je suis passée du tome 2 au tome 9, du coup je me rappelle plus trop de ce qui se passe entre les tomes. T'as aussi la bad bitch et la peste du lycée, elle harcèle sexuellement les mecs, elle aime bien les forcer à se déshabiller ou je sais pas quoi, et il y a cet humour en mode oh fais gaffe mec, si tu tombes sur la peste là elle va te violer ou je sais pas quoi, mais c'est dit avec sur le ton de l'humour, en mode on accepte ça, en mode c'est juste voilà un petit problème, un petit souci qui survient de temps en temps au sein du lycée, mais on va pas forcément résoudre ça, on va pas forcément se pencher sur ça. Et il y a une scène, mais c'est... Alors, je parlais du fait que l'héroïne, elle a un fort tempérament, et voilà, elle sait pas faire, mais elle est très facilement sensible aux déclarations qu'on lui fait. Par exemple, du coup, l'antagoniste dans le tome 2 qui voulait la forcer à tomber amoureuse de lui, à un moment il lui fait une déclaration en mode non mais moi je suis amoureuse de toi, vraiment j'ai de vrais sentiments, lâche l'autre. Et elle est toute émue, elle est toute touchée, alors je suis en mode mais le chantage. Et par la suite il y a un truc pire, c'est avec le coiffeur de l'héroïne. Le coiffeur l'endort avec un somnifère ou un médicament, je sais pas, pour l'emmener dans sa chambre d'hôtel à lui, pour pouvoir
avoir des rapports avec elle en profitant du fait qu'elle s'est endormie, donc c'est atroce, mais elle se réveille à temps. Il va lui faire des déclarations d'amour et du coup elle va hésiter entre son petit copain, le love interest, le protagoniste, et ce coiffeur là, alors que je suis en mode mais meuf, tu viens de te réveiller dans une chambre d'hôtel, endormie, et le mec il a dit qu'il t'a fait des choses et tout, et t'es encore ému, t'es encore en train de balancer entre ton petit copain qui est juste constipé, qui est un peu maladroit et tout, et il faut juste communiquer avec lui, et ce mec, enfin genre, bref, et c'était horrible. Et puis évidemment le cliché, t'as des relations entre les élèves et les profs qui sont hyper romantisées. T'as le prof qui essaye de prendre des distances en mode je suis conscient de ma position, je peux pas aller flirter, je crois que flirter, il va quand même dîner avec elle, il lui envoie des signaux assez contradictoires, assez ambigus, et du coup la meuf elle va s'éclairer à lui il va être en mode non mais t'es pas mon élève, mais attends encore un peu et ensuite voilà on sortira ensemble. Mais c'est à dire que le mec il voit déjà des lycéennes comme des potentiels love interest, voilà, et tout ça c'est romantisé, et ça reste malheureusement une œuvre qui est pas mal problématique. Et je suis triste parce que ce genre de shoujo vraiment qui permet tellement de décomplexer les jeunes filles qui se pensent pas assez glamour comme tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme tu sais les routines, les morning routines ou je sais pas quoi. Non, genre la plupart du temps on ressemble à ce genre de personnes qui essaient de ne pas péter en public, qui essaient de trouver des solutions pour pas faire ça. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est cool, on reste stylé parce qu'on n'est pas que limité à ça. Pour conclure un peu sur ce vlog là, je me suis rendu compte en relisant ce genre de manga que j'avais beaucoup relu au cours de mon adolescence, que ça m'a pas mal influencé sur ma perspective des choses, de moi-même, des autres, etc. Par exemple dans Wolf Girl and Black Prince, il m'a offert un idéal amoureux, façonné la perception que j'avais des mecs, la manière dont je pouvais relativiser sur certaines choses, ça a pollué mes expériences aussi. Je me rends compte encore plus de l'importance en fait des bons messages qu'on véhicule dans les histoires, dans les mangas, dans les shoujo pour les jeunes filles face à l'amour. Dans Switch Girl, ça m'avait donné l'impression que le sexe était omniprésent au lycée, déjà ça, mais ça avait permis, comme j'avais dit, de détraumatiser et normaliser certains aspects de l'intimité de la fille. Voilà, bilan de ce vlog, c'était pas du tout positif, à part quand je parlais de One Piece et de Junji Ito. J'espère vous retrouver bientôt, je suis désolée pour le rythme des vidéos, je pense même que pour la semaine prochaine j'aurai même pas le temps de tourner une vidéo, je vous raconterai peut-être un peu si ça se fait. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que vous m'en voulez pas trop de vous avoir spoilé les mangas, mais comme c'était pas forcément des mangas que je recommande en termes de féminisme, tout ça, bah voilà, je suis permise. Dites-moi également si vous avez ce genre de manga que vous lisiez quand vous étiez ado et maintenant vous vous rendez compte à quel point c'était problématique, malgré le fait que ça ait beaucoup influé sur votre adolescence, sur la manière dont vous vous percevez, vos relations, ce que vous attendiez également des autres ou de vous-même. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!